Bonjour et bienvenue dans En dehors des codes, le podcast où l'on rencontre des professionnels du droit, mais surtout des personnalités qui ont su bousculer les idées reçues. D'ailleurs, aujourd'hui, je reçois une femme qui bouscule les codes littéralement. Juriste, RH, formatrice, créatrice de contenu, entrepreneur, suivie par des dizaines de milliers de personnes. Mais derrière la figure publique, il y a aussi une femme qui a su se battre contre les préjugés, contre le harcèlement au travail, contre un système souvent peu tendre avec les femmes, surtout pour celles qui portent le voile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loubna avec nous. Coucou Loubna, comment tu vas? Ça va, je suis très honorée d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir répondu présente. Pour moi, ça me semblait complètement dans l'ADN, dans dehors des codes que tu sois là avec nous. Merci beaucoup. Donc, je te remercie. Je vais te laisser peut-être la parole pour te présenter brièvement avant de rentrer dans le Ça vif du marche. sujet. Merci beaucoup. Bon, tu as déjà très bien présenté mon parcours. Alors, je suis Loubna, je suis juriste de formation et aussi RH. Donc, j'ai une double casquette juridique et RH, ce qui fait un atout dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai grandi dans un milieu juridique, j'ai évolué dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises où j'étais juriste. Et puis, tout me prédestinait à être avocate. J'ai décidé de ne pas poursuivre, d'abandonner la profession d'avocat et de devenir juriste en entreprise. Puis, effectivement, après un épisode assez houleux de ma vie professionnelle, j'ai eu envie de comprendre ce monde des RH dans les coulisses en devenant RH. Donc, j'ai été formée, je suis devenue RH, j'ai travaillé en tant que RH en entreprise. Et puis après, j'ai eu envie de plus. Donc, je me suis mise à mon compte. Aujourd'hui, je forme en entreprise, donc du secteur privé essentiellement. Je forme des équipes RH, des dirigeants et des élus CSE en droit du travail. Ok, donc effectivement, toutes les facettes que j'ai décrites en introduction, Totalement. c'est vraiment toutes les Totalement. facettes de Loubna. Exact. Tu as très bien cerné mon profil. Bravo. Dis-moi, d'où t'es venue l'envie de faire du droit et de devenir juriste RH, puisque tu parlais de l'abandon de la profession d'avocat. Comment tout ça, ça s'est un peu construit? Alors, j'ai toujours voulu devenir avocate. Depuis petite, j'avais un très fort besoin de justice et j'avais besoin de toujours défendre les personnes qui en avaient besoin, qui n'avaient pas la voix, en tout cas, pour se défendre d'eux-mêmes. Et j'ai toujours eu ce désir de justice. Ce désir de justice, il m'a amenée à faire des études de droit, qui étaient des études très difficiles, où il fallait quand même tenir une certaine cadence. Et puis, je pensais poursuivre, en tout cas pour passer le barreau, je le prépare, etc. Et au final, je me rends compte qu'il y a d'autres chemins qui m'appellent. Je ne regrette pas aujourd'hui. Avec le recul, je me rappelle que j'avais beaucoup pleuré parce que j'ai dû abandonner quelque chose qui m'animait. Et je l'ai abandonné pour une raison dont on va sûrement parler. Mais je ne regrette pas aujourd'hui avec le recul. Très contente d'avoir pris ce chemin-là. Ok. Tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours académique? J'ai fait des études de lettres. Au départ, je voulais faire de la littérature parce que j'adorais lire. J'adorais, alors, par exemple, sur ma table de chevet, j'ai des livres qui parlent de la période Louis XVI. J'aime beaucoup, exactement, j'aime beaucoup en fait toutes ces romances aussi. Donc, un peu l'époque ancienne, j'aimais beaucoup l'histoire. Et donc, j'ai fait des études de lettres. Et après, évidemment, j'ai fait des études de droit. Droit public, à l'époque où personne ne voulait faire. C'est ça. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit dilemme entre je fais droit privé ou droit public. Les publicistes étaient vus comme des ovnis, en fait, clairement, à la fac. Oui, je ne peux qu'approuver. Quoique aujourd'hui, ça se renverse un peu parce que la fonction publique attire de plus en plus également, et le contentieux administratif aussi. Donc, j'ai fait du droit public. On était 10 pèlerins pour toute la fac. Oui. Je me souviens, au cours de droit administratif, déjà, on était tous asséchés, désolés. Et moi, ça me passionnait. Moi, le droit des obligations, par exemple, alors ça me passe au-dessus, mais alors le droit administratif, j'avais adoré cette relation avec l'État, avec tout ce qui était recours pour excès de pouvoir, comment on pouvait justement trouver ou placer le curseur, en tout cas, dans nos rapports avec l'État. Et j'adorais l'État et l'administration, évidemment, au sens général. Je n'ai pas poursuivi dans le public en master. J'ai choisi de faire le droit international, tout simplement parce que j'étais aussi un profil très axé droit des étrangers. Ma première expérience, c'était en droit des étrangers. Je travaille dans une asso nationale qui est France Terre d'Asile. À la base, je me rappellerai toujours, j'ai
j'étais, je crois, en licence 2, deuxième année de licence, je suis Ouais. arrivée. Je vais voir, il y avait une antenne France Terre d'Asile où j'habitais à l'époque en Normandie. Et je leur dis, bah bonjour, je suis venue pour faire du bénévolat. Donc je me suis pointée comme ça avec mon CV. J'avais pas encore d'expérience et je leur dis, je veux faire du bénévolat. Et là, la directrice, elle me regarde et fait, mais vous parlez arabe couramment? Oui. Ouais. Ok. Vous faites du droit? Oui. Mais très bien. Très bien, Mais je vous génial. embauche. Banco. Je fais, ok, à la base, je voulais faire du gratuit, du bénévolat. Et en fait, vous me Ça se proposez transforme en un opportunité. travail Oui. génial. Et j'ai appris sur le terrain. Et ce désir de justice, il s'est montré aussi à ce moment-là où j'ai vu des populations vulnérables. Forcément. C'était aussi l'époque où il y avait beaucoup de préjugés sur les réfugiés. Et j'apprenais aussi des nouvelles choses. Je ne savais pas qu'existaient des réfugiés climatiques. Il y avait des conflits dont je n'étais pas au courant et que personne ne nous en parlait aussi à la télé. Je découvrais des conflits en Érythrée, des conflits beaucoup plus profonds au Soudan, au Congo, et d'ailleurs c'est toujours le cas malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas très médiatisé malheureusement. Et donc je me suis dit, mais j'adore cette thématique, faisons du droit des étrangers. Donc je pars en master, je fais du droit international. Pareil, j'adore cette thématique, j'aime tous ces aspects un peu qui nous dépassent au-dessus de nous. Et bizarrement, je voulais faire un master 2 droit des activités spatiales. Mais vraiment, on saute de tout à tout. Tout là. simplement parce que j'avais un professeur à la fac de Caen qui me passionnait, qui faisait justement du droit des activités spatiales. Et je me suis D'accord. dit, mais waouh, c'est C'est vrai que génial. c'est très niche. Hein. Je ne C'est savais très même pas très qu'il y niche avait et une c'est un très matière. très bon master à la fac de Sceaux d'ailleurs. D'accord. Et en fait, non, je décide de faire de la recherche. Ok. Je suivais mon cœur, mon instinct. J'ai fait de la recherche en droit international et européen. Et moment de solitude totale après mon master de recherche parce que je devais faire une thèse. Et en fait, je découvre que c'est très difficile de faire de la recherche. Complètement. Ma directrice de thèse, à la base, qui avait accepté de suivre ce projet-là avec moi, avait quitté la France. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Un signe, ouais, du Voilà, destin. en parallèle, je préparais le barreau et en fait, j'ai eu une proposition de CDI que j'ai acceptée directement, Ok. tout simplement. Très beau parcours. Merci Qui est beaucoup. vraiment riche et qui, je trouve, montre la femme, l'entrepreneur que tu es. Merci. Je comprends un peu plus de choses. Merci beaucoup, Judith. Raconte-moi un peu tes débuts, justement, dans le monde de l'entrepreneuriat. Il me semble que sur les réseaux sociaux, au début, tu te cachais derrière un avatar. Effectivement. Est-ce que pour toi, ça a simplifié le fait d'arriver sur le terrain des réseaux sociaux? Très très bonne question, pertinente même. Alors, je pense qu'il y a eu une peur. Je pense qu'il y a eu une peur de me montrer telle que je suis. Il n'y a pas, ou en tout cas à l'époque où j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, il n'y avait pas de femmes racisées qui portent un foulard dans le monde juridique, visible en tout cas. Et j'avais peur, je crois que par automatisme, tout de suite, je me suis mise en avatar. Bon, sur l'avatar, on voyait quand même que j'avais un foulard, mais on ne voyait pas mes traits, mon visage, etc. Et je pense que, je dis toujours que l'épreuve nous rend plus grands. Et j'ai été un jour attaquée sur LinkedIn, mais d'une manière ultra violente. Donc LinkedIn m'avait demandé, parce qu'il y avait un programme de créateurs sur LinkedIn, et donc la rédaction LinkedIn envoyait des sujets assez récurrents, et puis elle pouvait en tout cas être amenée à demander à des créateurs de contenu de faire quelque chose sur une thématique. D'accord. Il s'est avéré que j'ai commencé à être identifiée comme experte en droit du travail, mais ce n'était qu'au début, hein. Et donc il y avait le Ramadan qui approchait, et à ce moment-là, je commençais à parler de jeûne et de droit du travail, mais le jeûne au sens général, c'est-à-dire que je ne me focalisais pas uniquement sur le Ramadan, je parlais aussi du Yom Kippour chez les personnes de confession juive, je parlais du carême, etc. Et donc en fait, l'idée c'était de trouver un cadre juridique à ces périodes-là pour les personnes qui pratiquent. Donc LinkedIn me demande de le faire. Sur le coup, je n'ai pas eu peur parce que je ne m'attendais pas à recevoir autant de violence. Ouais, je fais un carrousel, donc plusieurs slides sur LinkedIn avec le Ramadan en tête, enfin en première page, le Ramadan et le droit du travail. Et là, je me prends une vague de cyberharcèlement d'une violence
incroyable en disant, surtout il y avait un commentaire qui était très violent, que j'avais d'ailleurs signalé à LinkedIn et bon, il y a eu quelques suites après, mais que j'ai estimé un peu insuffisante. C'était vous ne serez jamais française, vous n'allez jamais rentrer dans nos tribunaux, vous êtes un Waouh. parasite, vous êtes un nuisible avec votre chiffon sur la Oh. tête, vraiment des choses. Bon, c'était des éléments de langage d'Éric Zemmour, hein, tout ce qu'on Oui, entendait oui. sur la télé. Mhm. Et ce qui m'a encore plus frappée, c'est que cette personne, ou ces personnes, parce qu'il y en avait plusieurs, hein, eh ben, elles le faisaient de manière décomplexée avec leurs Ouais, photos, ouais. avec leur intitulé de poste, Mm, avec la mention de leur entreprise. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, comment peut-on être aussi décomplexé dans le racisme et l'islamophobie? Et donc, j'ai eu une vague de cyberharcèlement qui a failli faire sauter mon compte. ok, LinkedIn me contacte, donc je commence à leur dire faites quelque chose, c'est pas possible. Les gens me disent qu'on voit plus ma photo. J'allais commencer à perdre mon compte ok, et on m'a dit il va falloir vous authentifier avec votre passeport, ce qu'on fait aujourd'hui, passeport ou tout à carte fait. d'identité. Mm. Mais du coup, il fallait que je mette une vraie photo. Exactement, ça vient de là, le switch. Ok. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans mon bureau, les cheveux à l'air et tout. Je fais, ok, très bien, il faut que je le fasse là, maintenant, dans l'heure. Je pioche dans un foulard de couleur, je prends un vert. Tiens, je me suis dit, tiens, le vert, c'est bien, c'est coloré, c'est beau, c'est peps. Je me mets un coup de blush, un coup de mascara, hop, je noue mon foulard. Voilà, photo comme ça devant mon bureau. On voyait pas le bazar de mes papiers derrière. Donc, là, j'ai posté ma photo et waouh! La Une libération. libération Mm. pour moi. Et puis les gens étaient ravis de me voir en De te vrai. rencontrer quelque part. Exactement. Et Ouais. j'ai eu des abonnés qui me disaient, mais c'est génial, on Ouais. voit qui est cette personne derrière toute cette vulgarisation du droit. Et encore à l'époque, j'avais quoi? J'avais peut-être 11 000 ou 12 000 abonnés. Ce qui est déjà Pas en beaucoup. tout cas, Ouais. voilà, pas en Pas tout où cas t'étais. le stade où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était un vrai déclic, une libération dans les deux sens du terme. Et pour moi, et aussi pour me montrer en fait en tant que femme musulmane et visible et fière de l'être, clairement. Complètement. De toute façon, on reviendra effectivement sur les différents aspects dont tu as parlé. Euh, Tu parlais de LinkedIn, donc c'est le premier réseau social sur lequel tu as commencé. Oui. Tu es sur d'autres réseaux? Alors, je suis sur Instagram. C'est vrai que ça n'évolue pas comme sur LinkedIn parce que sur Instagram, je suis un peu moins présente en vrai. Je suis aussi sur TikTok, mais pareil, pas très présente. Mais mon champ d'action, c'est vraiment LinkedIn. Ok. Comment LinkedIn, tu définirais cela comme un réseau social où quand on partage du contenu juridique RH, où il faut être, clairement. Je pense que tout le monde a sa place sur LinkedIn, pas forcément, en tout cas pas nécessairement la thématique qui nous induirait à y aller. Mhm. Mais sur LinkedIn, il y a une dimension assez professionnelle dans le sens où il y a des décideurs sur LinkedIn qui peuvent faire appel à vous, en tout cas à toutes les personnes qui souhaitent créer du contenu. Il faut avoir aussi une vision business. On ne poste pas pour poster, on poste aussi pour avoir des clients. Et donc, mes clients aujourd'hui, moi, je les ai sur majoritairement 80%, je les ai sur LinkedIn. D'accord. Ok. Quelles ont été tes premières difficultés quand tu t'es lancé en termes de crédibilité, de regard des autres? Est-ce que voilà, tu pourrais Mais citer tellement, des difficultés que tu mais il aurais y en eues, a à part cette tellement. grosse vague malheureusement Non, de mais la difficulté cyberharcèlement? première, déjà, c'est d'être une femme racisée visible. Les gens n'ont... Je pense que je ne suis pas attendue, et je n'étais pas attendue en tout cas à l'époque, et toujours actuellement, hein. Je pense que les femmes qui portent un foulard aujourd'hui, elles sont évidemment décrédibilisées à la télé. Il suffit que d'allumer sa télé pour avoir un discours anti-islam ou anti-femme musulmane. On a l'impression d'assister à une chasse aux sorcières. Et c'était tout l'enjeu, c'est-à-dire, mais comment je pouvais être crédible, moi les gens pensent que les femmes comme moi ne sont pas instruites, ne sont pas intellectuelles, n'ont pas fait d'études. Et j'ai pas. Pour moi, c'était une vraie responsabilité. Je me suis dit, mais je n'ai pas d'autre choix que d'être visible. Je le voulais, hein, je ne me suis pas forcée. J'avais besoin d'être visible, j'avais envie d'être visible justement pour briser tout ça, pour casser les codes. Casser les codes. Voilà, et je pense que je les casse bien. Oh que Ça oui. me plaît pas toujours, ça ne plaît pas toujours, mais il fallait casser ces codes. Et je ne voulais pas du tout être dans une case. De toute façon, je ne pouvais pas être placée dans une case, même en tant que personne qui a énormément de projets. On parle de personnes multipotentielles, mais voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses, de projets qu'on a envie de mener, parfois qu'on laisse tomber. Donc voilà, je ne voulais pas forcément être dans une case. Et la principale difficulté, c'était de gagner ma légitimité.
Ok. de gagner ma légitimité en tant que femme musulmane visible, et en tant que En tant juriste, que juriste, parce que surtout. je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a toute une histoire entre les juristes et les avocats. Ok, oui, on va y revenir. Et voilà, on en parlera de l'entrepreneuriat des juristes, Ouais. et je pense que voilà, j'avais envie aussi de casser ce code-là. Mm. Eh bien, merci parce que tu as créé pour moi une voie céleste, Oh, si je peux me génial! permettre. Merci, ça me fait Clairement, plaisir. tu as Moi, été j'en suis précurseur sur honorée. ça, donc, Trop je bien. pense que beaucoup d'entre nous, juristes et pas effectivement profession réglementée, te remercions. Ouais, avec plaisir. Dès le début, tu as senti que c'était cela que tu voulais faire, entreprendre dans le juridique. Est-ce que tu l'as senti, voilà, dès le début, notamment tu parlais du fait que LinkedIn t'a approché pour créer du contenu. Comment, à quel moment en fait dans ta carrière et surtout vraiment à ses débuts, tu t'es dit là, je vais me consacrer mes journées à faire ça? En fait, je me suis lancée, en vérité, j'étais encore salariée, en tant que RH, et j'animais et je gérais un CSE dans cette entreprise, donc un comité social économique, et je devais faire une, présentation, une mini formation à mes élus. Ce sont des élus qui ne sont pas juristes, donc c'était un milieu de la tech, essentiellement, pas juristes, et donc je me suis dit: «Mais je vais pas arriver avec mes slides, avec, mes textes de loi, et ils vont rien comprendre». Donc j'ai commencé à faire des dessins. D'accord. J'ai commencé à faire des schémas, des dessins. Et pour moi, c'était inconcevable d'arriver avec un pavé sur une slide noir sur blanc et de dire la loi dit ça, l'employeur risque ça. Mhm. Pour moi, c'était inconcevable et de toute façon, je n'allais pas atteindre mon but de transmettre quelque chose. Et j'ai toujours eu cette passion pour le dessin, le schéma, parce que je me voyais styliste quand j'étais toute petite à l'âge de 5 ans. Ok. Bon, j'ai plus envie d'être styliste. Clairement, j'admire les personnes qui sont stylistes. C'est pas un milieu facile. Et donc, je faisais des schémas à chaque fois. Je faisais sous forme de tableau. J'avais besoin de clarifier, visualiser dans ma tête les textes de loi. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que ça rentrait mieux dans la tête des personnes en face de moi. Donc, j'ai commencé à faire des petites publications par-ci, par-là, sur LinkedIn avec des couleurs absolument pas cohérentes, du bleu criard. Des fois, quand je regarde ce que je faisais, je fais, mais quoi? J'ai fait ça? J'ai fait ça. Des fois, j'ai honte. J'ai pas fait ça quand même. Et j'étais Faut contente bien de un mes... début à tout. Voilà, j'étais contente de mes 50 likes. J'étais là, je fais, waouh, mais c'est génial. Tout le monde adore, alors que 50 personnes sur des Ouais. millions. Bref, mais c'est vrai que j'étais plutôt dans ce monde. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me mettre à mon compte. Après, il y a des raisons qui ont fait aussi que j'ai quitté le salariat de manière définitive. Pourquoi pas me mettre à mon compte, mais dans le juridique. Et effectivement, évidemment, le premier obstacle, ça va être le monopole des avocats sur le conseil, sur tout ce qui est prestation de conseil, rédaction d'actes juridiques, etc. Et je ne voulais absolument pas me mettre en porte-à-faux. Je ne voulais pas empiéter sur un domaine qui n'est pas le mien. Et ma première valeur, en tout cas, dans tout ce que je fais, c'est l'équité. Je devais être équitable dans tout ce que je faisais et surtout l'éthique. Éthique et équité, pour moi, c'est deux choses qui ne me quittent pas. Et pour pouvoir justement rester éthique, il fallait que je respecte le cadre légal dont je parle. Oui. J'ai cherché et finalement, je suis devenue formatrice. Formatrice avec un organisme de formation aujourd'hui que je gère. Et je me suis dit, c'est ma manière à moi de transmettre et de faire de la pédagogie, tout simplement. Et ça ne plaît pas à tout le monde, hein, clairement, parce que j'ai eu pas mal d'attaques d'avocats qui ont estimé que c'était du monopole des avocats. Pareil, pour faire des partenariats, j'ai eu des partenariats avec des éditeurs juridiques dans le marketing d'influence, et certains ont estimé que je n'avais pas le droit de le faire. C'était que des avocats qui pouvaient le faire, mais les avocats non plus ne peuvent pas non plus. Enfin, voilà, je veux dire, on est dans un... C'est dommage parce que je pense qu'il y a une petite partie d'avocats qui peut-être ont peur ou n'osent pas, je pense, innover dans leur profession. Et je peux comprendre, le cadre est tellement bridé, rigide, qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de voies d'innovation. Et du coup, ils se sont attaqués à moi. Ça n'a pas marché parce que tout est réglo, en fait, à un moment donné. Mais c'est la voie que j'ai trouvée pour rester dans le réglementaire et pour faire ce que je voulais faire, transmettre, tout en y mettant de la pédagogie sans enfreindre un cadre légal qui est bien là, évidemment. Justement, on va revenir un peu sur cette visibilité que tu as et le monde de l'influence. J'ai vu dans plusieurs de tes posts et d'autres interventions médiatiques que tu as pu faire que le terme influenceuse te dérangeait.
Euh, pour toi, le fait qu'effectivement, pour moi, tu sois une influenceuse quand même et qu'il y ait une figure d'influence sur les réseaux sociaux, comment tu gères ce statut? Je le gère pas, sincèrement. Tu freestyle. Non, je vais pas te mentir et te dire je gère. Non, je gère pas. Par contre, je tiens à mon image. Je tiens à ce que on n'extrapole pas mes propos. Je tiens à ce que tout soit clair. Je tiens à ce qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation dans ce que je fais. Donc, il y a quand même une responsabilité quand je poste. Et je parlerai aussi beaucoup de charge raciale après parce que il y a aussi toutes ces appréhensions, toutes ces peurs avant de cliquer sur poster quand ce sont des sujets qui peuvent toucher aux discriminations, etc. Et en fait, je gère rien du tout. Je veux dire, je fais attention à mon image. Il y a mon droit à l'image aussi. Quand je contracte, par exemple, avec une marque dans le domaine juridique, RH, évidemment, il faut qu'il y ait un contrat entre nous. Il faut que tout soit cadré. Et je tiens à ce qu'il y ait mon droit à l'image vraiment respecté au total. Je ne dis pas, je n'aime pas qu'on me dise que je suis influenceuse, tout simplement parce que j'ai assisté à un call une fois. On était deux créateurs de contenu. Il y avait donc un homme et moi-même. Et donc, la personne qui commence, je pense qu'elle l'a fait par maladresse, mais ça en dit long sur notre perception de l'influence. Elle commence à expliquer, à nous présenter à son équipe. Et elle dit donc la personne à côté de moi qui est un homme, donc créateur de contenu. Et nous avons Luna Tigrossine, influenceuse. Et je fais, attendez. Ah oui, d'accord. J'aimerais comprendre quelle est la différence entre un créateur de contenu et une influenceuse. Et elle n'a pas trouvé comment justifier ça. Et je pense qu'on a une perception aujourd'hui de l'influence qui est mauvaise. Oui. Et je pense que ça a été aussi travesti, dénaturé par énormément de dérives, en tout cas sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, TikTok, etc. Où il y a eu des personnes qui sont devenues influentes, pour le coup, qui influencent, qui induisent un changement de comportement chez les consommateurs, entre guillemets, chez l'auditoire, finalement les followers. Et c'est ça que je ne veux pas. C'est-à-dire que je ne veux pas juste changer un comportement et je n'ai pas envie qu'on m'associe à un changement de comportement qui pourrait être néfaste. En revanche, je veux impacter et c'est totalement différent parce que pour moi, l'impact, c'est que tu en as conscience. Tu en as conscience et tu vas changer de comportement ou pas, ça te regarde, mais tu en as conscience et ça va rester ancré. Et c'est cet ancrage que je veux. Je ne veux pas influencer juste pour influencer ou dire faites ça, donc faites-le. D'ailleurs, je fais très attention quand je fais des collabs à voir quels sont les investisseurs de ces marques. Je ne veux être liée à... Encore une fois, une éthique dont Absolument, tu parlais, je ne veux absolument pas. Alors, je ne peux pas avoir toutes les infos des fois, hein, mais je fais mes propres recherches. Je veux savoir qui sont les actionnaires, qui sont ces investisseurs. Je n'ai pas envie d'être mêlée à une marque qui ferait du mal ailleurs. Et donc, il m'est déjà arrivé de refuser des partenariats dans tout ce qui est produits financiers, dans tout ce qui est bancaire, parce que les banques étaient liées justement à des conflits armés, etc. Donc non, je ne veux pas. Il y a cet effort de recherche parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais il y a notre image aussi derrière. Et je ne veux absolument pas heurter les personnes qui me font confiance et qui me suivent pour ça. Oui, c'est super Et pour moi, important. c'est ça l'impact finalement. Voilà. Oui. Ça va au-delà de l'influence. J'avais effectivement noté cette question. Pour toi, effectivement, c'est plus le terme impacté qui compte beaucoup pour toi. Donc, tu as répondu parfaitement avant même que je pose la question. C'est Génial. très, très fort. Merci. Sur justement toujours la visibilité et l'influence, tu subis, et tu nous l'as raconté juste avant, des attaques, des discriminations. Tu es une femme racisée, voilée. Comment tu fais face à cela? Quelles limites tu mets sur les réseaux sociaux pour ne pas sombrer, que ce soit dans le burn-out ou effectivement dans le fait d'être enseveli par ce cyberharcèlement? Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas à fond sur TikTok et Instagram, sincèrement. Parce que tu penses que ce sont sur ces deux réseaux sociaux-là Alors, il y a quand même que... énormément de violence derrière des comptes, parce qu'en fait, à la différence de LinkedIn, ça ne veut pas dire que c'est pas décomplexé sur LinkedIn. Oui, hein. oui. Contrairement à ce qu'on pense, sur ça. LinkedIn, il y a énormément de violence aussi et qui est décomplexé, assumé. Mm. C'est ça qui est problématique. Mais
Je dirais que sur Instagram et TikTok, on peut encore être derrière des pseudos voilà, imaginés, Qui cache fictifs, un peu, etc. bien Voilà, sûr. donc on peut très bien cacher son identité. On aurait un peu plus de mal à retrouver ces personnes-là. Mhm. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand on signale, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. On nous dit toujours que ça n'enfreint pas les règles de la communauté, mais on aimerait bien connaître ces règles de la communauté. Complètement. Je discute avec des avocats en propriété intellectuelle et droit du numérique qui me disent on lutte pour avoir plus de Oui. clarification dans ces C'est une bataille sans CGU, fin, oui. Mm. voilà, dans les conditions d'utilisation et les règles communautaires de chaque réseau social, parce que c'est très difficile. Comment je gère? Sincèrement, je ne me laisse pas faire. Je Ok. ne laisse rien passer. C'est-à-dire que même ce qui peut être subtil ou sous prétexte de bienveillance, avec un peu de passif-agressif, je ne le laisse pas passer. Et c'est souvent ça, en C'est fait, souvent que ça je le pire. reçois. Alors, il y a des fois où, par exemple, j'ai fait des vidéos pour un média sur le travail. Ce média-là, quand même, il commence à peser un peu sur Instagram et TikTok. Et il y avait des commentaires type... oui, elle vient de Daesh, avec des émoticônes bombes. Et donc, je contacte ce média, je dis coucou. Supprimez Bah, ces ouais, non, commentaires. ils m'ont dit c'est leur liberté d'expression. Je ne vais pas citer ce média, Ah ils oui, se reconnaîtront parce qu'ils ont fait la même chose à une amie à moi qui est très visible aussi, qui porte un foulard, qui est d'accord. très visible sur TikTok et Instagram. Et pour le coup, elle, je compatis parce qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop subi jusqu'à vraiment se sentir très mal, en pleurer, etc. Donc je ne laisse pas faire. Sur LinkedIn, dès que je vois qu'il y a un commentaire qui est inapproprié, je ne supprime pas, je réponds. Capture d'écran. Normalement, on a tous déjà effectivement vu tes grands coups de gueule où tu Malheureusement. reprenais effectivement malheureusement des commentaires ô combien racistes, ô combien misogynes, que sais-je. Enfin, et je pense que c'est aussi une bonne façon de pointer du doigt Mais la réalité de ce qui exactement. se Et la passe. première chose que je fais avant même de répondre, c'est capture d'écran. Mm. Capture d'écran parce que le nombre de fois où j'ai eu des personnes qui m'ont dit non, c'est faux, j'ai pas dit ça, Oh là là, ils ont vas-y. modifié leurs commentaires et donc je le remets. Ok. Par exemple, oui, va faire du droit en Iran, en Afghanistan, elle serait bien contente, ces femmes avec ton chiffon sur la tête. Il y a quelqu'un, un homme qui m'a écrit ça, j'ai fait la capture d'écran et donc juste après, il pensait que j'allais laisser passer. Mhm. Sauf que j'ai répondu, je lui ai explicité. Donc j'ai fait un pavé comme ça en mode oui, j'ai rappelé le cadre légal. Et c'est aussi cette charge raciale de devoir toujours éduquer les autres sur le racisme, Oui. sur l'islamophobie, sur les discriminations. C'est une charge raciale qui est très violente pour les personnes qui la subissent. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre de faire de la pédagogie. Donc, je réponds évidemment et il m'est déjà arrivé de déposer plainte. Ok. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu des propos très violents, des menaces, même des menaces en privé sur LinkedIn. Un CEO, Waouh. un CEO qui s'appelle Alain, et je ne donnerai pas son nom de famille. Alain, CEO, avec son nom de famille, le nom de son entreprise, CEO d'une entreprise, et qui m'a écrit à 5 heures du matin. Je me Oh dis, à quel waouh. moment, Alain, à 5 heures du matin, tu penses à Loubna, Mm. voilà, qui fait juste son Qui travail, partage juste du voilà, contenu, et ouais. qui éduque les gens sur le droit du travail. Il m'a écrit à 5 heures du matin, je me rappelle, C'est lunaire. 5h34, j'ai encore la capture. Espèce de soumise avec ton voile, tu vas voir, enfin voilà, des choses comme ça. Évidemment, je laisse pas passer, dépôt de plainte. Après, la plainte, bon, est-ce que... Avoir une Voilà, suite, mais oui. je veux dire, Mais c'est je fais ce l'acte qu'il qui faut. compte, oui. J'ai les captures d'écran, je me protège constamment comme ça, capture d'écran, je réponds. Et ce qui me fait tenir, sincèrement, et j'en suis très reconnaissante, c'est l'élan de soutien et de solidarité de mes abonnés qui ne sont pas, a priori, en tout cas pas de la même confession que moi, et qui sont là à défendre à chaque fois mon travail. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis taguée, en fait, Mhm, que je suis mhm. taguée sur des fois quand j'ai eu des plagiats, quand j'ai eu des vols de mes œuvres. Je suis justement taguée par mes propres abonnés et c'est pour ça que je tiens aussi à rester éthique dans ce que je transmets pour les remercier déjà parce que j'en suis reconnaissante et que je sais que quand il faut, ils répondent présent. Mhm. Donc j'en suis très reconnaissante mais par contre, je ne me laisse pas faire. Et je ne laisserai jamais faire parce que je pense que longtemps on a été dans le silence. Longtemps on a été dans c'est pas grave, on laisse passer. Au pire, voilà, ils changeront d'avis. Non, ils changeront pas d'avis parce que beaucoup passent à l'acte. Et c'est ce qui se passe quand il y a des assassinats Mhm. islamophobes. Et je ne veux pas, en tout cas, peut-être qu'un jour, voilà, il peut m'arriver quelque chose de grave, mais je ne veux pas laisser faire. Absolument pas. C'est très valeureux te positionner comme ça et je pense que bon nombre de personnes qui entendront cette interview seront
déroutée, mais tant pis. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne suis pas. J'ai toujours dit que justement, me rendant visible, je ne voulais pas être dans une case et je ne voulais pas subir, parler surtout. pour faire plaisir. Je voulais parler pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de parler. Et nous sommes une catégorie bien, bien discriminée et je compte bien changer les choses. Je disais juste avant en introduction que tu es suivie par des dizaines de milliers de personnes. J'ai regroupé tous tes réseaux sociaux, ça fait plus de 100 000 personnes. Est-ce qu'on ne se dit pas un moment, waouh, il y a 100 000 paires de yeux qui me regardent? Comment ça fait? Comment tu gères au quotidien cela? Je m'en rends pas compte, sincèrement. Je ne me rends pas compte de l'ampleur, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des amis que j'aime beaucoup, des amis DRH pour le coup, et qui me disent Tu te rends compte, tu as bientôt 100 000 abonnés sur LinkedIn? Non, je me rends pas compte. Je ne me rends pas C'est compte, fou. en fait. Je C'est me rends fou. pas compte, tout simplement parce que je cherchais pas à la base. À avoir beaucoup d'abonnés en fait. Oui. Ça m'a dépassé à un moment et en toute humilité, vraiment je préfère rester voilà, toujours dans la modestie et me dire que ok, c'est très bien d'avoir 100 000 abonnés, mais je dois rester fidèle à moi-même. Mes valeurs dont je parle beaucoup sur LinkedIn, il faut que je les incarne. Et donc 100 000 ou 10 000 ou même 100 personnes, c'est pareil, c'est valeureux et j'aime beaucoup de me dire qu'en fait les personnes me suivent pour ce que je fais, pour ce que je suis aussi. Ça me fait plaisir, mais je veux dire, j'y mets la même intention. J'y mets en tout cas le cœur et ça ne changera pas, même si j'ai 500 000 abonnés, ça sera toujours pareil. Pour moi, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, tu fais un peu figure de leader d'opinion. Oh, je suis honorée. Leader d'opinion parce que tu ne parles pas que de sujets juridiques, tu es multipotentiel comme tu le disais juste avant. Pour toi, c'est important de diversifier tes contenus, de parler d'autre chose que du droit du travail. Je sais que tu te positionnes beaucoup sur effectivement les crimes de guerre, sur ce qui peut se passer également dans l'actualité, les faits divers. Pour toi, c'est vraiment important de partager cela? C'est important parce que j'estime que quand on a fait du droit, on ne peut pas parler du droit sans parler de justice. Et on ne peut pas parler... c'est comme si tu parlais de médecine sans parler de la souffrance, sans parler de la prise en charge de la douleur. Et donc, on ne peut pas juste être juriste et venir cracher un texte de loi, le vulgariser, faire une infographie par exemple comme je fais, et ne pas s'interroger sur notre rapport au droit. Le droit aujourd'hui, il permet un cadre, mais il est enfreint dans énormément de situations. Et sincèrement, donc je ne publie pas pour faire plaisir, donc je publie aussi pour transmettre des messages. Il y a beaucoup de réalités dont j'ai parlé aussi pas mal de la colonisation française en Algérie. Je suis issue d'une famille de résistants algériens de l'Est de l'Algérie, donc de Sétif, qui a énormément subi les massacres pendant la colonisation. Et donc, il y a énormément de choses dans ces récits de la colonisation que je n'ai jamais vues dans mes livres d'histoire, que je n'ai jamais entendues à la télé, etc. Il y a une volonté de cacher, d'effacer ces récits-là. Et moi, je les ai appris à travers des discours, à travers des discussions. On me disait, chut, faut pas le dire, ça c'est la honte. Voilà, il y a des commis par les colons français. Dans ma famille même, des femmes ont été et c'était à chaque fois, c'est la honte, faut pas en parler. Et en fait, on prend avec nous ces traumas transgénérationnels. Oui, complètement. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, je veux briser cette chaîne aussi. J'ai évoqué la colonisation en Algérie, mais il y a énormément d'autres sujets aussi. Et pour moi, il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de droit sans parler de tout ce qu'on fait et comment on massacre le droit, en fait, comment on est en train de s'éloigner du droit. Et c'est super important. Alors, je ne dis pas qu'il faille vraiment parler tout le temps des sujets, etc., parce que libre à chacun de se préserver comme il le souhaite. On peut très bien être juriste et ne vouloir parler que de son expertise, parce qu'il y a des personnes qui disent, moi je ne parle pas de politique, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de ça parce que j'estime qu'on est sur un réseau professionnel. Mais pour moi, il n'y a pas de vie professionnelle, il n'y a pas de vie personnelle, il y a une vie. Il y a une vie, et dans cette vie, tout ce qui va se passer, que ce soit en politique, que ce soit dans la société, va forcément nous impacter. Les entreprises sont le miroir de la société.
Donc pour moi, je ne peux pas parler de droit sans parler des discriminations, sans parler de justice, sans parler de tout ce qu'il y a encore à faire. Donc c'est aussi voilà, vraiment une incarnation de mes valeurs, hein. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille en parler, donc ça ne veut pas dire que ce sont des injonctions à le faire tout le temps, libre à chacun, mais c'est ma manière justement de transmettre. Et justement, tu vois, je reprends sur la colonisation, j'avais évoqué j'avais fait un post sur le film de Frantz Fanon sur la guerre, enfin la colonisation en Algérie, et j'avais dit que je n'irais pas le voir, pas pour le film, hein, parce que clairement, je salue toutes les initiatives, je n'irai pas le voir parce qu'il y a une douleur dans ma propre famille, dans ma lignée, en fait, comme on est algérien et qu'on a beaucoup subi la colonisation. Et il y a eu mais plus de 4000 ou 5000 réactions, plus de 5000 likes, et des gens qui m'ont écrit pour me dire « Mais merci, je n'étais pas au courant. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces exactions pendant la colonisation en Algérie, toutes ces tortures, tous ces viols. » Et c'est là où il y a le pouvoir de l'information, en fait. Donc, je ne veux pas juste faire du droit, je veux aussi parler de justice. Complètement. Et puis surtout, tu vas au-delà des bouquins. Comme tu le disais, à l'école, on n'a pas ces connaissances-là. On nous les donne pas, on nous les cache la plupart du temps. Et ça fait plaisir de voir que sur les réseaux sociaux, on peut s'éduquer d'une autre façon. Absolument. Et aller effectivement au-delà de lutter aussi contre la désinformation, hein, clairement, sur tous les sujets. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Merci pour ce toi. partage. Parlons un peu d'entrepreneuriat juridique. On l'évoquait un peu en filigrane pendant notre échange. De juriste salarié à entrepreneur, pour toi, c'était synonyme de liberté, après notamment tes déboires de salarié, que de justement devenir entrepreneur? Pour être honnête, je vais dire la vérité, hein, parce que je prône aussi la transparence. Après avoir quitté mon travail de RH, j'ai postulé. Okay. J'ai postulé à des postes, des postes en tant que salarié. J'ai postulé dans deux endroits. Donc, il y avait un grand groupe. J'avais postulé auprès d'un grand groupe. Quand j'ai envoyé mon CV, il n'y avait pas ma photo. Ok. C'était un poste en relations sociales. Donc, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. CSE, voilà, CSE, syndicat, j'adorais ça. Ouais. Et ce qu'ils ont apprécié dans mon profil, c'est le fait que j'ai été RH et donc j'ai pu gérer en fait ces relations-là en interne. Dimension terrain, voilà, très dans appréciée. les coulisses. Et donc, la personne m'appelle, j'ai postulé, je me rappelle, à 8h30 en arrivant au travail. La personne, vers 11h et quelques, avant la pause déj, elle m'appelle, mais elle me dit « Ah, mais votre CV est top, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que c'est exactement le type de personne que je recherche pour ce poste et ça fait plusieurs semaines qu'on cherche quelqu'un qui a cette double casquette RH et juridique. » Moi, je me suis dit « Mais waouh, génial, elle a sûrement été voir mon profil sur LinkedIn pour voir ma photo. » Et donc, arrive le moment de l'entretien, c'est sur Teams et c'était... La désillusion. Non, mais je vais vraiment l'expliquer comment ça s'est passé. Mon entretien a duré 17 minutes. Ah oui. Top chrono. 17 minutes, top chrono. Donc, j'allume ma caméra, je dis bonjour, et la personne me regarde. Elle bug. Alors, vraiment, elle a fait ça. Il y a vraiment eu un rejet. Je pense qu'elle s'est mise un peu en arrière. Et instinctivement, je me suis dit, il y a quoi? Il y a mon panier à linge derrière que j'ai pas mis de filtre sur mon Teams et j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, il y a un truc, donc je me retourne. Et là, elle me dit bonjour avec un rictus. Oui. Et là, j'ai compris. J'ai compris la teneur de cet entretien. Je savais, tout de suite, j'ai compris la conclusion de l'entretien avant même de se terminer, avant même de s'achever, qui a duré quand même 17 minutes. Hein. Et en fait, pendant ces 17 minutes, je crois que c'est les 17 minutes les plus longues de ma vie, parce que on commence à discuter, et puis je lui dis, je suis ravie de vous rencontrer, donc très avenante, souriante, j'explique tout mon parcours. Et elle me coupe la parole à chaque fois que... c'est la responsable de relations sociales. Hein. Elle me coupe la parole à chaque fois que je parle, et elle me dit, donc vous n'allez jamais au bout de ce que vous faites, en fait. Et je lui dis, je lui dis mais non, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Voilà. À chaque fois que je disais quelque chose, elle me coupait la parole en mettant un défaut. Voilà, j'ai compris cette technique. Et la DRH arrive en cours de route, elle allume sa caméra et donc elle me dit bonjour, enchantée. Et je vois son sourire un peu forcé. Donc, je lui explique mon parcours. Et là, je me fais couper la parole par cette personne et elle lui explique mon parcours. Elle se trompe. Donc, elle a fait un master en droit des affaires. Ah non, attendez. Pas du tout. J'ai pas fait du tout de master en droit des affaires. Et
la caméra se coupe et revient. Elle coupe la caméra, elle la remet, j'entends des notifications Teams. Donc en fait, elle s'écrivait pendant que je faisais cet entretien, pendant que je parlais. Je me suis retenue de pleurer pendant l'entretien parce que je me suis dit, je vais rester correcte. En plus, j'avais mon maquillage et tout. J'avais un foulard, j'avais un foulard blanc crème. Je vais avoir du mal à le laver s'il est taché. Donc, excellent, ce sont dans la violence, il y a quand même des moments où j'ai rigolé et franchement, des fois, je m'étonne moi-même. Franchement, il faut avoir ces soupçons d'humour. J'arrive à mettre de l'humour dans une situation de violence vraiment subtile et donc, je n'ai même pas le temps de poser des questions qu'elle me dit « On vous rappellera ». Et là, je lui dis « Non, merci ». Ah oui. Il y a eu un rejet de ma part et je dis « Non, merci ». Ok, bonne journée à vous, au revoir. J'ai coupé et après, mais je me suis effondrée en larmes. Mon conjoint était à côté dans le salon. Il me dit, mais c'est une blague. Il me dit, mais c'est une blague. Je suis choquée de ce que je viens d'entendre. Ouais. Ce jour-là, alors j'ai pleuré pendant plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il y avait des petites sessions de pleurs parce que je me dis, mais pourquoi on voit juste ce que j'ai sur la tête et pas ce que j'ai dans la tête. J'ai remis en question vraiment mes compétences et ça, c'était très violent pendant plusieurs semaines. Et après, je me suis dit, ok, vous voulez quoi? Vous voulez que je sois visible? Eh ben, je vais le devenir. Vous voulez pas de moi, mais je serai quand même là. En fait, je vais créer ma propre case. Je n'ai pas d'autre choix que de me mettre à mon compte. Mais un choix que j'ai assumé et un choix avec lequel je suis en total accord aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis mise à mon compte. Et je me suis dit, plus jamais je n'accepterai une telle violence en entretien d'embauche. Je ne veux pas subir ça. Et quand bien même si j'étais embauchée, je pense qu'il y a aussi d'autres types de micro-agressions en interne qu'on peut subir. Et je me suis dit, c'est fini ça. Vous allez devoir me respecter parce que je vais l'imposer le respect. C'est fini. Et quand je me suis mise à mon compte, je peux te dire que le business ne porte pas de foulard. C'est clair. Voilà. Quand il y a du business, ah ben là, on te voit. Oui. Et c'est là que j'ai compris, en fait. On me voyait, telle que je suis, avec ce que je pouvais donner en tant que compétence et expertise. Et je ne voulais plus me heurter à ça. Peut-être que c'était une technique de survie, mais en tout cas, je suis très alignée avec ça. Et c'est par cette expérience-là que tu t'es dit aussi le monde de l'avocature, ça s'éloigne. C'est à quel moment que c'est intervenu ça? Le monde des avocats, je l'ai quitté parce que, en fait, j'avais appris que quand on rentre, quand on est à l'école d'avocat, on fait le petit serment. Et ils avaient exigé à ce qu'une des élèves avocates enlève son foulard. D'accord. Pour le faire. Et je me suis posée. J'ai réfléchi et je me suis dit, ok, je respecte les choix de toutes les femmes. Tout le monde fait ce qu'il veut, évidemment. On n'est pas là pour mettre des injonctions. Mais je me suis dit, est-ce que je vais me sentir bien en allant prêter serment, en devant enlever mon foulard et le remettre juste après, juste parce que... ils ne souhaitent pas, ou ils parlent de neutralité, mais c'est très compliqué. Encore à l'époque, il n'y avait pas toutes ces décisions qui ont été prises par les conseils de l'ordre pour dire l'avocat se doit d'être neutre, enlever tout signe religieux, etc. Il n'y avait pas encore. Mais j'ai prédit, en quelque sorte, je me suis dit, je sens que ça sent pas bon. Oui. Si déjà dès le départ, on me demande ça. Et en fait, moi, j'ai renoncé à un rêve. Parce que je me voyais plaider, j'adore parler, j'adore la rhétorique, j'aime défendre. Et je me suis dit, mais je vais devoir le laisser. Je vais laisser tomber. Et c'était très dur parce que j'ai dû laisser tomber pour rester alignée avec ma foi et avec mes choix. Et évidemment, c'est un choix. Qu'on le dise parce que... Oui. Non, parce que il y en a... Jamais. Non, mais oui, voilà, quand même, c'est un choix libre et éclairé. Voilà. Non, mais c'est dommage de devoir le préciser, mais effectivement, il peut y avoir des dérives et je condamne toutes ces dérives. Et donc, j'ai choisi de quitter la profession. Ok. Et c'était un néant total. Je me suis dit, mais je quitte. Et je ne regrette pas d'avoir délaissé ça au profit de mes valeurs et de rester alignée avec moi-même et de ma foi. Et aujourd'hui, je trouve tout ce que j'aurais pu faire en tant qu'avocate, je le retrouve dans ce que je fais aujourd'hui. L'éloquence, je peux la mettre à profit pendant mes formations. La pédagogie, je la mets pendant mes formations. Et j'ai un relationnel très important avec mes clients qui me font confiance et je les aide à justement mettre en place des choses conformes, des process cadrés et toujours dans le respect de la loi et dans le respect de moi-même surtout. Très important. Tu es passée également chez BFM Business. Oui. Incroyable. Pour moi, mais vrai. Et ouais, on s'y attendait pas, mais... Encore une fois.
Clairement, ça a été le révélateur pour moi de ton côté businesswoman. Oh, merci. Comment assumes-tu ton rapport à l'argent, la question des tarifs? Comment tu gères tout ça? C'est très drôle parce que juste avant, j'étais en train de préparer un poste. J'ai commencé l'ébauche d'un poste et Ok. l'accroche, c'était aujourd'hui, ce que je facture en une demi-journée, mon père le gagnait en un mois. Ok. Mon père est professeur de l'éducation nationale. Bon, aujourd'hui, il est retraité. Et en fait, j'ai un rapport à l'argent très sain. Dans le sens où, dans ma foi, en tout cas, on sait que la subsistance vient à chaque personne et que chacun a sa part, en tout cas, dans cette vie. Et que ce qui ne m'était pas destiné ou ce qui m'a manqué, enfin, plutôt ce qui m'a manqué ne m'était pas destiné. Donc, du coup, si j'ai pas quelque chose, c'est que je ne devais pas l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, qu'il faut rien faire. Je travaille, j'ai un travail acharné, je travaille beaucoup, mais si je n'ai pas, j'ai un rapport très sain avec l'argent Oui. parce que je sais que j'aurai à un moment donné. Mhm. Ça ne m'était pas destiné. Donc du coup, ça permet de souffler un peu, de se décharger, de se dire, ok, ce qui ne m'est pas destiné, ne viendra pas. Donc du coup, je dois continuer et j'aurai ma propre part. Mhm. Il y a déjà ce côté-là, vraiment, je le dis, ma foi est un vrai pilier de mon business. Hein. C'est quelque chose d'assumé et ça me permet de relativiser énormément de choses. Ça me permet d'avoir cette éthique parce que je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et mon rapport à l'argent en fait partie. Et après, il y a aussi, comme je te disais, cette chaîne en fait générationnelle où je n'ai pas eu d'entrepreneurs autour de moi, je n'ai pas eu d'investisseurs autour de moi. Je suis la première entrepreneur de ma famille proche. Hein. Je suis la première et du coup, j'ai dû apprendre tout par moi-même. Au départ, je me rappellerai toujours, au départ, j'ai eu du mal à mettre un tarif parce que je sors du salariat. Pour moi, je suis payée tant, j'ai 3 000 euros par mois et du coup, j'ai quand même mes congés. C'est ça. Je sortais d'une logique salariée. Je n'imaginais pas toutes les charges que j'allais avoir en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je voulais tellement sortir et briser cette chaîne liée à l'argent où on accepte ce qu'on nous donne et on ne négocie pas, on ne va pas chercher. J'ai imposé mes tarifs et je ne négocie pas. Et je pense qu'au départ, c'était, comme je disais, une technique de survie, c'est-à-dire, vas-y, je négocie pas comme ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était OK en face. J'ai compris qu'il fallait rester aligné avec soi-même et qu'aujourd'hui, je mets le prix qui, pour moi, me semble correct et me semble juste par rapport à ce que je donne. Mais il m'est arrivé de sous-facturer. Ok. J'ai sous-facturé au départ. Au départ, j'ai sous-facturé et j'ai regretté parce que je voyais que ce que je délivrais valait beaucoup plus. Et on apprend en faisant, tout simplement. Ouais, c'est super compliqué. Mais j'ai un rapport très sain à l'argent et d'ailleurs sur BFM Business, c'était incroyable. Pour moi, c'est le destin, clairement, parce que je n'étais pas censée être là, parce que les entrepreneurs qui étaient avec moi avaient toutes fait au moins 100 000 euros en solo. D'accord. Je ne faisais pas 100 000 euros. Je ne fais pas 100 000 euros et je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi je dois être là alors que je ne fais pas partie de cette thématique? Et Ludovic Bado, que je remercie beaucoup, et pour moi, c'est une personne adorable, et Mélissa Osmani aussi, sont des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui font un travail incroyable, ont été ces deux personnes-là autour de moi qui ont fait que j'ai été sur BFM Business. Et Ludovic, je me rappelle, me disait, mais du coup, t'es en route en fait. Je lui dis oui. Eh bien, très bien, il m'a dit, très bien, on va faire. Et c'est vrai que ce jour-là, je crois que j'ai cassé vraiment le dernier code qui restait, c'est-à-dire que je vais là où je ne suis pas attendue, sur un plateau chez BFM Business, clairement. À parler d'argent et ne pas parler de foulard. En tant que femme, et ouais, effectivement. Je ne parlais pas de laïcité, je suis venue parler d'argent, de business. Et ça m'a montré en fait que les limites qu'on se met, c'est juste nos propres limites. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs à ton post d'hier ou d'avant-hier avec le miroir, où tu disais que la seule personne contre laquelle tu te battais, c'était toi-même. Exactement. Il faut se battre contre son ego, il faut se battre contre soi-même et notre propre concurrent, c'est nous-mêmes. Ne pas se comparer aux autres, se comparer à notre version d'hier, d'avant-hier, de l'année dernière. Et vous allez voir, on a tous évolué, on a tous fait des belles choses. Vraiment. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ne pas se comparer aux autres. Chacun a sa part. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Absolument tout le monde. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont tes prestations ? Aujourd'hui, je fais essentiellement de la formation.
donc formation en entreprise. Je suis éligible au OPCO, donc ça veut dire que je suis Calliope. Les entreprises peuvent bénéficier de financement grâce à mon certificat Calliope. Je fais des formations donc aux élus CSE en entreprise sur la santé et sécurité, la formation économique et tous les aspects droit du travail. Mais je forme aussi des dirigeants, des équipes RH qui veulent se former sur certains sujets, par exemple les risques psychosociaux, le harcèlement au travail, tout ça sous un angle ludique, pédagogique, sans jargon, totalement accessible. On fait des jeux, on s'amuse, on fait des simulations et on s'ennuie pas. Et c'est important pour moi de ne pas ennuyer mes apprenants parce que c'est que comme ça que l'apprentissage se fait. Il y a aussi une partie collaboration, partenariat avec des marques. On s'entend avec certaines marques pour les mettre en avant pendant un webinaire, pour faire des posts, etc. Donc il y a aussi ce côté marque. Je peux aussi créer du contenu pour une marque, par exemple un e-book, un livre, partager nos connaissances ensemble et sous forme évidemment d'un partenariat. Mais si je devais vraiment donner le cœur aujourd'hui de ce que je fais, c'est vraiment de la formation. Pour gérer justement toutes ces casquettes que tu as, est-ce que tu es entourée? Tu as une équipe? J'ai très mal géré au départ. J'ai dit que je dirais la vérité. J'ai très mal géré au départ. J'étais sur tous les fronts. Ouais, De toute façon, je pense que voilà, quand on se met à son compte, quand on est solopreneur, et j'ai été solopreneur pendant longtemps, jusqu'à juillet dernier. Et en fait, je gérais tous les aspects administratifs, compta, commerce, création de contenu. Et ce qui prend le plus de temps, c'est la création de contenu. Il faut savoir que je ne veux pas prospecter. Je n'ai pas envie de prospecter. Et si je devais le faire un jour, j'embaucherais quelqu'un pour le faire. Je ne veux pas prospecter et donc je veux que mon contenu m'apporte mes clients. Et c'est comme ça que c'est de l'inbound en fait que je voulais faire. Et ce qui fait qu'il faut créer du contenu régulièrement et tout. Donc c'est quand même une charge. Il faut aimer. Donc création de contenu, etc. Et puis les déplacements, les formations. Depuis récemment, là, depuis juillet, donc ça fait à peu près 3 mois, je travaille avec une assistante qui est au top. Vraiment, Raja, si elle écoute ce podcast, voilà. Voilà, elle gère toute ma relation client, elle gère tout l'administratif de mes formations et c'est ce qui me permet de souffler. Alors, pour être clair, je dis que je ne suis plus solopreneur parce que j'estime qu'être solopreneur, c'est tout faire solo. Aujourd'hui, j'estime que je ne le suis plus parce que j'ai quelqu'un qui m'aide. Donc, elle est en freelance, je n'ai pas embauché en tant que salarié, mais c'est important de dire la vérité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent solopreneur, je fais tout moi-même, mais ils ont une équipe de 20 freelances derrière. Voilà, donc non, je tiens à être transparente. Je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a déchargée mais de choses incroyables. Et l'administratif, c'est ce qui prend le plus de temps quand on est exactement, à son compte, et elle est très rigoureuse. Et je pense qu'il faut s'entourer de personnes rigoureuses sur les choses où on n'a pas l'expertise. Par exemple, moi, je ne suis pas une personne organisée. J'apprends à m'organiser, j'essaye de faire ce que je peux, je suis maman. Oui. On n'a pas le choix que d'être organisée. T'as pas le choix d'être organisée quand t'es maman avec 2 enfants en bas âge, plus une activité à côté. Et donc, j'ai commencé à m'organiser un peu, mais à un moment donné, il fallait que je délègue. Donc, du coup, certes, tout ce qui va dans ma poche n'est pas ce que je facture au départ, mais je préfère payer quelqu'un et vraiment avoir cette aide-là au quotidien. Mais je pense que je m'entourais de plus en plus de personnes au fur et à mesure. Oui, non, mais carrément, parce que ça te permettrait d'éviter ce flot de choses que tu as sinon, à gérer. tu pars en burn-out. Oui. J'ai failli faire un burn-out et parental et entrepreneurial. Et avec le cyberharcèlement aussi qu'on rajouterait, ça fait vraiment des fois, un peu la poupée pleine, des fois, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon? Mais justement, il faut avoir de la passion. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec pas mal de personnes qui disent que pour réussir, il faut de la discipline. Pour moi, pour réussir, il faut avoir de la passion. Pourquoi? Parce que tu peux être discipliné, c'est très bien et tout, mais quand tu es au fond du trou, c'est ta passion qui va revenir, qui va te relever. Tu te dis, t'as oublié pourquoi tu faisais ça? Et c'est là que tu te relèves. Donc pour moi, j'estime que c'est la passion qui doit primer. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faille être passionné partout. Hein, voilà. On peut très bien faire de sa passion quelque chose de basique et poursuivre dedans. Mais en tout cas, rester aligné. Historiquement, effectivement, l'entrepreneuriat juridique appartient aux professions juridiques réglementées, donc avocat, notaire, etc. Toi, en tant que profession non réglementée, comment tu réagis face à ces attaques qu'on reçoit et qu'on recevra, je pense, encore un tout petit peu, tant que les choses ne bougeront pas. Comment tu fais face à cela? Alors, j'ai moi-même été personnellement attaquée.
Publiquement sur LinkedIn. Ok. J'avais fait un partenariat avec un éditeur leader juridique en France et on a fait une vidéo ensemble. Donc j'ai fait une vidéo pour eux pour mettre en avant le code du travail, le nouveau code du travail. Et donc, je fais une vidéo qui a super bien marché, voilà, très contente, ça a boosté leurs ventes, etc. Bon, c'était un partenariat. Et donc, il y a un avocat qui est tombé sur cette vidéo, qui a fait un post en me taguant et en taguant justement cet éditeur. Et il était très virulent dans ce qu'il écrivait, très méprisant, qui prenait de haut. Madame, si vous allez voir cet article, vous apprendrez que vous ne pouvez pas être juriste freelance. Quelle honte pour un éditeur de faire ça. On me tag. Oui. Encore une fois, ma communauté, merci beaucoup. On me tag. Avant d'arriver même pour commenter, je vois déjà des abonnés à moi qui commencent à lui dire non mais quelle honte, quelle jalousie, vous ne savez... Enfin bref, énormément de choses. Je vois des DRH, des amis. Je me dis, déjà, ils ont mis le terrain, ça me permet de souffler. Dans ces moments-là, sincèrement, comment j'ai pris son attaque, j'ai eu pitié. Oui. J'ai eu pitié, t'as vraiment besoin de dénigrer quelqu'un pour exister à ce point-là. Essaie de comprendre, va chercher à savoir qui est cette personne en fait. Et donc j'ai commenté et son post a disparu en même pas 1 heure. Il l'a supprimé parce qu'il a vu la vague de soutien qu'il y a eu, tout simplement parce qu'il y a un manque de connaissances chez certaines personnes et il pensait que juste de se dire juriste, le titre juriste n'est pas réglementé aujourd'hui. Il n'y a pas un titre qui te donne le droit de dire que tu es juriste ou pas. On est tous des juristes en ayant fait du droit finalement. Exact. C'est pour ça qu'on nous appelle les juristes. Et donc, j'ai fait de la pédagogie. Je lui ai expliqué par A plus B que juriste n'est pas réglementé. Deuxièmement, ce n'est pas une prestation de conseil qui relève du monopole des avocats, mais un contrat dans le marketing d'influence. Et je lui posais la question, est-ce que le marketing d'influence rentrerait aussi à la carte, du coup, dans le monopole des avocats ? Et c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, j'assiste, et on assiste, je pense, à vraiment comme si on piochait à la carte ce qui était du monopole ou pas. Mais qui décide de ce qui est au monopole ? Je veux dire, soit on fait une réforme et donc dans ce cas-là, tout est clair et net pour tout le monde. Mais sinon, les règles sont claires. Les prestations de conseil sont le monopole des avocats. Pareil pour la rédaction d'actes juridiques. Et donc, la personne a bien vu que j'étais formatrice avec un numéro de déclaration d'activité auprès de l'inspection du travail. Tout est clair, en fait, tout est clair et vérifiable. Et ce qui était assez drôle, c'est que mon commentaire a eu beaucoup plus de likes que son propre post. Et je voyais les gens qui commençaient à commenter, qui commençaient à dire « Waouh, bravo, franchement, je pouvais pas dire mieux. » Il a supprimé. Je me dis « Mais quel intérêt ? Tu t'es juste affiché, quel intérêt ?» Et donc, je vois aussi sur LinkedIn pas mal de posts dénigrants des juristes. Je trouve que c'est un faux combat. Je trouve que oui, il faut dire quand il y a un dépassement de la loi, quand les juristes font du conseil alors qu'ils n'ont pas le droit, mais on ne peut pas venir piocher à la carte et dire que telle ou telle activité relève du monopole si elle n'est pas du conseil ou de la rédaction d'actes juridiques personnalisés. Attention, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des générateurs de modèles, il y a énormément de personnes qui font de la modélisation d'outils de travail, etc. Donc, c'est tout à fait réglementé. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait dans le cadre légal. C'est une bataille qui, pour moi, n'a pas de sens, mais qui peut montrer aussi peut-être que l'aspect rigide de la profession d'avocat les empêche d'innover, tout simplement. Du système américain... Tout le monde passe le barreau, tout le monde est égal, donc on est tous égaux, et après chacun est libre d'être legal counsel en interne, in-house, ou d'être avocat à son compte, enfin voilà. Donc du coup tout le monde est placé sur un pied d'égalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce monopole d'avocats qui n'est pas compris par beaucoup. Il y a des dérives, c'est vrai que la plateforme Malte, par exemple, avait fait supprimer, je crois, plusieurs profils de personnes qui proposaient des prestations de conseil en droit du travail. Mais il y a aussi une frontière qui est très difficile à comprendre quand on est RH ou DRH à temps partagé, par exemple, ou responsable RH ou RH consultant en externe. Clairement, il y a du droit du travail tous les jours dans la gestion du personnel. Dans la gestion du personnel, c'est indissociable du droit du travail. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Les RH aussi doivent être... Avocats. Doivent être avocats. Ça pose vraiment des questions qui n'ont pas encore de réponse aujourd'hui. Donc autant laisser les choses telles qu'elles sont et laisser chacun prendre sa place. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
Alors, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il faut juste rappeler les règles. Je pense qu'il faut aussi le faire à la fac. C'est aussi, on manque pas mal d'enseignements sur ce côté-là. Parler justement de cet aspect déontologie, parler des professions, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Moi, je me rappelle à la fac, on nous avait rien dit. On nous avait pas dit qu'on n'avait pas le droit de faire du conseil ou autre. Mais après, on l'apprend parce que on se parle entre nous, on fait des recherches, on est des juristes, on va à la source. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un enseignement pour montrer les limitations du métier. On va maintenant passer à ton combat personnel, qui pour moi, effectivement, traduisent un peu la femme que tu es et l'entrepreneur que tu es, ton procès lié au harcèlement au travail dont tu as déjà parlé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais réexpliquer un peu le contexte, comment ça s'est passé et surtout comment ça définit aujourd'hui la femme que tu es? Merci de me poser cette question parce que c'est vrai que c'est un gros bout de mon parcours qui a façonné ce que je fais aujourd'hui en particulier. Alors en fait, cette histoire de harcèlement, j'en ai parlé de manière très transparente, tout simplement parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises au retour de congé maternité. J'ai été embauchée en étant enceinte. Waouh! Ce qui n'arrive pas souvent, il faut quand même le souligner. Non, on va dire la vérité. En général, quand une entreprise apprend qu'une candidate est enceinte, elle ne va pas l'embaucher. Sauf que moi, j'ai appris que j'étais enceinte bien plus tard. J'avais signé les papiers, etc., promesse d'embauche, etc. Et il me restait, je crois, une semaine avant d'arriver à ce nouveau travail. J'avais démissionné de mon ancien travail. Donc, quand même, je venais d'apprendre que j'étais enceinte, chamboulement total. J'ai décidé de dire la vérité à l'entreprise parce que je n'avais pas d'obligation de le dire. Je pouvais attendre, je pouvais même ne jamais le dire, sauf pour bénéficier de mon congé maternité. Mais je ne voulais pas mentir, je préférais plutôt le dire. Donc, je l'ai dit à la recruteuse, je me rappelle, qui l'a plutôt très bien reçu. Elle m'a dit félicitations pour ce bel événement, aucun problème, j'en parle au manager, etc. Okay. Donc finalement, c'était super. Je me suis dit, cool, c'est bien reçu et voilà, rien n'arrive par hasard. Donc je vais dans cette entreprise et je pense que j'avais pas fait attention aux red flags. Ouais. Je voulais tellement bien faire, je voulais tellement être bien reçue, je voulais avoir un travail, en fait, garantir mon travail à mon retour de congé maternité. Et c'était mon premier enfant en plus, donc ma première grossesse. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire en sorte que tout se passe bien. J'ai beaucoup travaillé, c'était en plein Covid, j'ai fait de l'activité partielle, je devais travailler moins, mais je travaillais beaucoup plus, jusqu'à 50 heures par semaine en étant enceinte. Et je faisais littéralement le travail de mon manager sur pas mal d'aspects, mais ça ne m'a pas alertée. Donc il y a eu une personne qui m'a remplacée et au final on est devenus amis. Aujourd'hui elle est avocate, elle a aussi souffert dans cette entreprise, elle est devenue avocate et du coup on se reparle encore de cet épisode et donc elle m'a remplacée. Tout allait bien finalement pour mon remplacement pendant le congé maternité et la manager était plutôt contente. Elle m'a dit c'est vrai que j'avais un peu peur de ne pas trouver la personne qui te remplace, mais finalement j'ai trouvé cette personne, on s'entendait très bien, la passation s'est super bien passée. Bon, top. Et pendant mon congé maternité, ça a commencé. C'est-à-dire que ma manager venait chez moi. Elle est venue chez moi un jour. Bon, elle est venue une fois pour venir me rendre visite, pour me féliciter pour mon accouchement, ce que j'ai plutôt apprécié, trop sympa, voilà. Et puis elle revient de manière assez subtile et pour me parler de travail. Du coup, moi, j'avais plus envie en fait de parler de travail. J'arrivais pas à déconnecter. J'avais peur de pas trouver de place en crèche pour mon fils, de nounou. C'était une période très compliquée finalement. Elle est venue quand même, elle m'a parlé de travail et elle me dit oui, est-ce que ça te plairait de faire ce travail-là, de ramener des clients parce qu'elle savait que j'avais un très bon relationnel et donc moi j'étais juriste, je faisais consultante même en mobilité internationale, donc je gérais des expats, voilà, donc tous ces aspects juridiques et donc elle me dit est-ce que ça te plairait? Je dis bah oui, ça dépend de comment on va contractualiser tout ça. Il se passe qu'il y a eu un PSE, donc des suppressions de postes. Je n'ai pas été touchée, tout simplement. Mais elle m'avait demandé de me connecter quand même pendant mon congé mat pour assister à la réunion du PSE. Enfin bref, c'était... Des énormes red flags, ça. Ouais, voilà, et j'ai pas capté en fait. Du coup, je retourne à mon poste. Voilà, arrive le moment où j'arrive à mon poste, très contente de reprendre. J'ai repris mon télétravail parce qu'il y avait encore les périodes de confinement parfois.
Je reprends, j'étais très contente, vraiment. Et du coup, j'envoie un mail à mes managers et je leur dis bonjour, coucou, je suis trop contente de reprendre. Est-ce qu'on peut on peut se faire un point pour la passation? J'ai pas de réponse. Ok. Ok, premier jour, j'avais rien à faire. J'ai ouvert mon PC, j'ai rien fait. Deuxième jour, on fait un point et tout, on discute, voilà. Je discute avec mon manager qui me dit oui, on aimerait te proposer des nouvelles fonctions, etc. Moi, toute contente, hein, vraiment enthousiaste des nouvelles fonctions. Donc, il fait un mail en mettant welcome back, nouvelles fonctions. Ok. Il m'explique ce que je dois faire. Il y a une petite partie commerciale. Et donc, je dis très bien, du coup, il me faudra un avenant. Évidemment. Je suis juriste, donc à partir du jour où j'ai dit qu'il fallait contractualiser ces nouvelles fonctions, le harcèlement a commencé. D'accord, ok. Pas de réponse à mes mails, mise au placard, isolée des réunions. Et puis arrive un jour où je fais une réunion avec mes 2 managers et d'autres collègues. Et je leur explique que, mais en fait, ma collègue qui m'a remplacée, on lui a demandé de ne pas me redonner mes dossiers. Ah oui, d'accord. Donc elle me le dit. Ouais. Elle me dit, écoute Loubna, désolée, mais moi, on m'a dit, ne lui redonne pas les dossiers. Tu ne lui redonnes pas ses clients. Ok. Et c'est là que j'ai compris que j'étais mise au placard. Donc on fait une réunion. Et là, je me fais insulter en pleine réunion. Ok. Casse-toi, va exercer tes talents ailleurs. Depuis que tu es revenu, tu fous que la merde. À ma collègue, je vois que tu es passé du côté obscur en parlant de moi. Que des insultes. Terrible. Je lui dis, mais pardon? Et elle me dit, oui, tu m'as très bien entendu. Ultra choquée. Ouais. Vas-y, casse-toi, elle m'a dit. Je me déconnecte, alors je m'effondre. Mais c'est incroyable, c'est que là, mon background de juriste est tout de suite revenu en renfort. Alerte, mail, j'ai tout fait. Et le pire de ça, c'est que j'ai eu un instinct juste avant de faire cette réunion. Je me suis dit, je vais enregistrer. Je vais enregistrer parce que je sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et j'ai enregistré cette réunion. J'ai enregistré, donc je l'ai encore à présent, les moments où elle m'insulte devant tout le monde. Okay. S'en est suivi que la direction n'a rien fait. Ouais. Et la DRH au téléphone m'a clairement dit c'est un poste trop stratégique, je ne peux rien faire pour l'instant. Sors, prends l'air, ça va te faire du bien. Bien sûr. Je suis harcelée. Sors, prends l'air, ça va te faire du bien. C'est la réponse que vous donnez à une personne qui est harcelée à son retour de congé mat. Et mise au placard, plus personne ne me parle, même aux réunions je ne suis pas invitée, je vis une période très difficile jusqu'à prendre des antidépresseurs. Et un jour, je reviens de chez le médecin et je reçois une lettre de convocation à un entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Et je vois quoi ? La date ne correspondait pas. La date qu'ils avaient mis, c'était une ancienne... Je pense qu'ils avaient préparé mon licenciement. Ils ont oublié de modifier la date et cette date tombait pendant la période de protection de la femme enceinte. La femme qui revient de congé maternité. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une période de protection. Il y a la protection relative avant le congé mat, protection absolue pendant le congé mat. Donc, on ne peut pas licencier une salariée, sauf faute grave, si la faute grave n'a pas de lien avec la grossesse, évidemment. Et moi, ça tombait pendant ces périodes de protection. Okay. C'est là que j'ai commencé à collecter les preuves. En fait, c'est-à-dire que je vivais le harcèlement, mais en même temps, je faisais mon dossier. Si je n'étais pas juriste, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais eu aucune preuve pour me défendre, je n'aurais absolument rien eu. Ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont licenciée. Okay. Donc, j'ai été à ce fameux entretien. La responsable RH, elle est étonnée de me voir. Donc, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi on est là. Elle m'a dit, on t'a redonné tes missions, non ? Et je lui dis, mais ils t'ont pas mis au courant ? Non. Donc, je lui montre la lettre. La lettre a été signée avec sa signature à elle sans qu'elle soit au courant. Oh, waouh. Ok. Elle me dit, là, en fait, j'assiste à une mascarade. Là, c'est pas possible. Elle me dit, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc, du coup, quand elle m'a écrit ça, bien sûr que j'ai collecté ça en preuve. J'avais une élue CSE avec moi, évidemment, qui m'a défendue aussi, que je remercie beaucoup, et qui était très présente et qui a dit que c'était pas normal du tout ce qui se passait. Donc, du coup, alerte au CEO, carrément, je monte plus au CEO et rien. J'espère que tu as pu te déconnecter et plus rien. Et donc, voilà, j'ai été licenciée, j'ai contesté, parcours... de combat, mais très long, prud'homme catastrophique, clairement. Beaucoup de faciès aussi, évidemment, comme je porte un foulard. On me regardait de manière méprisante, vraiment, ça je l'ai vu. Mon avocate m'avait prévenue, clairement. Enfin, clairement, elle m'a dit, ça va être difficile au départ, mais
on y va pour la cour d'appel, en fait. C'est en cour d'appel que tu peux espérer gagner. Ok. Ça s'est super mal passé, au point, imagine, le conseil de prud'homme a donné des arguments en plus que l'employeur n'avait pas invoqués. Si j'avais besoin d'une preuve, ben... C'est génial. Non, mais tu rigoles, c'est la vérité. Et en fait, on a lu avec mon avocate et ils ont mis un moment... oui, la salariée aurait pu trafiquer les horaires des mails parce que je demandais un rappel des heures sup parce que j'ai travaillé au-delà de 20 heures des fois dans la journée et tout. Et ils ont dit non, la salariée aurait pu trafiquer en fait les heures dans les mails. Ils ont rajouté des arguments que l'employeur lui-même n'avait pas invoqués. Procédure civile, ça c'est impossible. Donc du coup, on avait de quoi faire pour l'appel. C'est hallucinant, oui. Donc j'ai fait appel, j'ai gagné en appel, Dieu merci. Ça a été reconnu comme harcèlement moral, donc licenciement nul, manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, rappel des heures sup, travail dissimulé parce que j'ai travaillé en dehors des heures, voilà. Mais l'entreprise a quand même fait un pourvoi en cassation. Ça va jusqu'au bout, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 steps, prud'homme, cour d'appel, cassation. Donc aujourd'hui, je suis en cours de cassation. Ok. Ça fait donc, j'entre dans ma 6e année de combat judiciaire. Tellement long. Il faut compter pour la cour de cassation plus de 3 ans. Voilà. Et ensuite, après la cour de cassation, il y a la cour d'appel de renvoi. Tout à fait. Et ouais, donc on peut aller jusqu'à 10 ans pour une procédure. J'aurais pu lâcher l'affaire et ne pas continuer, mais j'avais un désir de justice parce que ce n'était pas du tout normal ce qui s'est passé. Donc je poursuis jusqu'au bout pour désir prouver. de justice qui Absolument. fait écho à ce qu'on disait Absolument. juste Et je ne avant, peux pas laisser passer ce genre de choses parce que si des personnes comme moi ou d'autres personnes ne le font pas, on va encore se sentir impuissant face à un employeur qui est impuni. Complètement. Ça, c'est hors de question. Mais justement, cette période... en fait, paradoxalement, ça m'a donné envie d'aller dans la fonction RH. Ok. Parce que j'entendais beaucoup de propos qui dénigraient la fonction RH. D'ailleurs, tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est toujours la faute des RH. Le souci, c'est que... alors oui, il y a des personnes qui font très mal leur job. Faut savoir aussi que les RH ne sont pas formés, clairement. Mais j'avais besoin de comprendre ces coulisses et de me dire comment un cas comme le mien ou tant d'autres de discrimination par rapport à la grossesse, de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste, pouvait passer outre les filets de la conformité et que tout le monde, ce système, soit fait de telle manière qu'on accepte et qu'on tolère un harcèlement. Donc je me suis formée, c'est compliqué en ayant des enfants en bas âge, mais j'ai quand même obtenu une certification de droit social et RH. Et donc j'ai été RH et j'ai vu les coulisses. Et aujourd'hui, je refuse qu'on me dise que les RH ont un pouvoir de décision. Oui. Alors, dans le meilleur des cas, génial. Voilà, oui, ce que tu disais. En témoigne, en fait, la RH qui est arrivée un peu à et qui savait pas ce qu'elle faisait. La responsable RH n'était pas au courant on allait me licencier. Oui. Donc, les RH, c'est très rare qu'ils aient un pouvoir de décision. Oui, et ça, il faut le savoir. Et on le sait que quand on a été en coulisses dans un département RH. C'est souvent le manager qui décide pour un recrutement, pour un licenciement, etc. C'est quand même pas fréquent que les RH décident de tout. Et donc, c'est aussi casser les codes, c'est aussi casser les préjugés qu'on a sur certains métiers. J'ai compris et aujourd'hui, je suis un peu agacée par pas mal d'influenceurs, entre guillemets, qui pensent être RH et donner des conseils en n'ayant jamais été RH dans les coulisses. Finalement, parce que les coulisses, c'est affreux. Et il y a une étude Payfit là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Plus de 60% des RH sont en détresse psychologique. On a les directives d'en haut, les salariés avec qui on a envie d'être équitable, éthique, tout ce qu'on veut. On est là au milieu, est-ce que je perds mon job ou pas ? C'est ça. Aucune valorisation de la fonction RH aujourd'hui en entreprise. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette épreuve, elle m'a permis justement de switcher dans le monde des RH. Et j'aime beaucoup, en fait, j'ai appris énormément de choses. En toute humilité, j'ai compris que ce n'était pas aussi facile. Je ne tolère pas du tout ce qui s'est passé. Je ne tolère pas les politiques qui favorisent le harcèlement. Mais je comprends que ce n'est pas comme on pense, souvent. Très intéressant. Et effectivement, la fonction d'RH est un peu... la mal-aimée de tout cet écosystème. Mais il ne faut pas non plus être dans le déni. Il faut aussi savoir pourquoi les RH ne sont pas appréciés. Je veux dire, quand on voit des pratiques aussi, on se pose des questions dans le recrutement, etc. Mais il y a aussi un manque de formation. Les recruteurs, en général, n'ont pas été formés à recruter.
n'ont pas été informés à détecter les biais cognitifs quand on recrute, n'ont pas été, les RH n'ont pas été formés au droit social de manière générale. Donc, ce manque de formation fait qu'aujourd'hui, on arrive à des dérives, malheureusement. Et après, c'est propre à la personne. Si la personne est discriminante... Oui. Oui, parce que moi, j'ai vu passer des contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur des médias courts qu'on peut retrouver sur Instagram et TikTok, où des RH, des RH qui, effectivement, passaient à la moulinette de certaines questions et on voyait un peu l'étendue de leurs réponses. Je crois que je vois de quoi tu parles. Et oui, donc, quand on a également ce genre de contenu, on se dit, mais c'est pas possible. Quelle image ça donne des RH? Ça donne une très mauvaise image de la fonction RH, tout simplement parce que énormément de personnes n'ont jamais été RH et se permettent de parler au nom des RH. Et c'est ça qui est problématique. Et aujourd'hui, moi, je vois des conseils qui passent sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais à quel moment on va leur dire que c'est faux? Je vous assure que ça ne se passe pas comme ça en interne. Et c'est pour ça qu'il y a comme une incompréhension, un dialogue de sourds, en fait. Moi, j'ai un écosystème autour de moi de DRH, même des amis, qui me parlent de certaines problématiques. Et à côté, je vois des candidats, des salariés qui dénigrent les RH d'une manière. Je fais, mais attends, je vais t'expliquer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais sur les réseaux, avec le contenu immédiat, avec l'effet waouh, l'effet followers, il faut faire du contenu qui buzz au détriment de la vérité. Et c'est ce qui participe à dénigrer cette fonction, vraiment. Oui, et ce qui est bien dommage, effectivement. Malheureusement. Quelles sont tes prochaines actualités? J'ai vu passer que tu assisterais à une sorte de débat à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, je serai à l'Assemblée nationale dans pas très longtemps pour parler d'une proposition de loi qui, justement, vise à sanctionner les discriminations à l'embauche. Okay. Discrimination à l'embauche, aujourd'hui, nous avons un cadre clair. Il y a des critères de discrimination. Oui, effectivement, on sait que l'employeur n'a pas le droit de discriminer, mais comment prouver la discrimination à l'embauche? Parce que beaucoup de personnes sont discriminées avant même d'arriver dans le monde du travail. C'est-à-dire, on est à la porte de l'entreprise, on fait l'entretien et on est déjà discriminé. Oui. Et le but, cette députée m'a gentiment, en tout cas, fait l'honneur de m'inviter en tant qu'experte au droit du travail RH. Et en même temps, c'est un combat qui me parle parce que je veux participer à quelque chose de plus grand que moi. Et je ne veux pas juste parler du droit du travail. J'ai aussi envie de mettre ma touche pour qu'il y ait un cadre clair qui protège les personnes les plus vulnérables, dont les discriminations, évidemment, fait partie, en tout cas les discriminations font partie de ces thèmes-là. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec d'autres experts à avoir une proposition de loi, donc c'est la députée qui la porte évidemment, une députée de Paris qui la porte, et donc l'idée c'est de la proposer, on verra si c'est suivi ou pas, mais je trouve ça incroyable en tout cas, et pour moi la boucle sera bouclée à ce moment-là. C'est ce que je me demandais, du coup, une boucle bouclée en passant par de la politique serait envisageable pour notre Loubna juriste? Je pense pas. J'ai essayé de placer. Non. Je suis pas Éric Dupond-Moretti. Non. Pas jusque-là, mais déjà il était quand même un excellent avocat qui a choisi la politique. Voilà, on respecte les choix de chacun. Non, la politique ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas tout simplement. Bon, il y a déjà un devoir de neutralité, donc je serais obligée de renier à une grosse partie de moi-même qui est mon foulard. Et ça, je ne veux pas. J'ai lâché la profession d'avocat pour ça, donc je ne vais pas aller en politique. Deuxième chose, je pense sincèrement que si je vais en politique, ça va être très difficile pour moi de rester droite dans mes bottes et d'incarner mes valeurs. Et je préfère agir autrement. Je ne veux pas du tout être sur le devant de la scène. Je ne veux pas faire du mal à des milliers de personnes. Imagine, je propose quelque chose qui va avoir un impact négatif sur des milliers de personnes. Oui. Je ne veux pas... là, ça va être la femme qui est croyante. Je ne veux pas récolter des péchés déjà. Je ne veux pas de péchés. Mais je ne veux pas en plus. Je ne veux pas non plus avoir la colère des gens sur ma conscience. Clairement pas. Je veux rester dans quelque chose de positif. Eh bien, sache que tu impactes d'une autre façon. Et effectivement, c'est pas obligé de faire de la politique. Effectivement. Avant de nous quitter, je propose toujours un petit jeu, histoire de conclure de façon fun un peu notre échange, en te proposant un this or that. Okay. Donc, je te propose des affirmations et tu choisis laquelle te correspond le mieux. Tu peux justifier ou pas, libre à toi. Ok. Est-ce que tu es prête? Difficile, allons-y. Vulgariser le droit ou former les élus du CSE?
Tu Mon vois la Dieu! teneur du... Ouh là là, quel dilemme! Euh, Je peux pas avoir un joker? Tu peux en avoir. J'en laisse. Là, ma dernière invitée, on Je avait mets... eu 5 quand Ok. même, hein, sur toutes les Là, je pose informations. un joker. Tu poses un Parce que joker? pour moi, vulgariser, c'est aussi former les élus. Donc, je peux pas choisir. Ouais. Impossible à choisir. Désolée. Gérer un client relou ou un troll en commentaire. Ou d'ailleurs, pas forcément un troll, mais un commentaire injurieux, raciste, comme tu as pu en avoir. Je préfère gérer un client relou. Parce que souvent, c'est des malentendus. Souvent, et j'aime cette relation commerciale que j'ai avec mes clients. J'ai beaucoup plus d'impact avec un client qu'avec un troll ou quelqu'un en commentaire. Je vais le déglinguer en 2 secondes avec un commentaire, hein. Pardon, mais voilà, c'est très facile, alors que c'est beaucoup plus profond avec un client parce qu'on tient à ce qu'il y ait une relation de confiance. Donc oui, je préfère la difficulté. Rester légitime ou rester discrète? Rester légitime. J'ai pas envie d'être discrète. Parce que la discrétion, je l'accorde, hein. Il y a des personnes qui ont envie de rester discrètes, libre à elles. Mais je ne veux pas être discrète. Être perçue comme militante ou simplement comme juriste? Waouh, qu'est-ce que militante! Pour moi, militante, en tout cas, tu fais figure d'un esprit militantisme où effectivement tu vas parler de sujets, tu parlais effectivement de tout ce qui est période coloniale Ah, d'Algérie, tu te positionnes quand même sur d'autres sujets que les sujets de droit du travail basique. et l'autre, c'était simplement Ou juriste. simplement juriste, justement. Joker. Parce que Les deux. attends, mais oui, enfin, si militer, c'est œuvrer pour plus d'équité et d'égalité, oui, Moi, c'est j'en ça, suis militer. une. Ben oui, clairement, mais je suis aussi juriste. Et enfin, être juriste influente ou influenceuse du droit? Juriste influente. Ah oui, clairement. Parce que quand même, on met l'accent sur la profession, hein, on met l'accent sur l'expertise. Mais l'influence, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Un conseil, quelque chose que tu voudrais partager? Je vais avoir deux conseils. Un conseil propre au monde juridique et un conseil de manière générale. Le conseil propre au monde juridique, c'est d'aller toujours à la source. Ne jamais croire ce qu'on lit, surtout qu'on assiste à une désinformation sur les réseaux sociaux. Demander la source, demander la fiabilité à chaque fois des informations. Donc ça, pour moi, c'est le conseil que je donnerais à tout le monde, que je me donne à moi-même. Tous les jours, je vérifie la source. Quand on va à la source, on règle une grosse partie du problème. Complètement. Le conseil que je donnerais de manière générale, c'est de ne jamais mépriser qui que ce soit, peu importe où on est. On ne sait pas ce qui se cache derrière une personne en face de nous. On ne sait pas quels sont ses combats, quelles sont ses épreuves. On ne sait pas ce qu'elle traverse, où elle sera demain. Peut-être qu'elle va nous dépasser, on ne sait pas. Et donc, ne jamais mépriser. Clairement, il faut l'avoir en tête parce qu'on ne sait pas de quoi est faite la vie. Tout à fait. Merci beaucoup, Loubna, Merci, pour ces Judith. merveilleux mots, pour ce moment de partage qui, pour Avec moi, plaisir. était complètement génial et beaucoup d'apprentissage sur ta personne et sur la femme que tu es, l'entrepreneur que tu es. Donc, merci à toi. Merci, Judith. Très honorée. Merci beaucoup pour ta bienveillance. C'était des questions ultra pertinentes. Merci beaucoup. C'est pas du tout des questions bateau et j'approuve la démarche. Vraiment bravo. Merci beaucoup. On mettra bien évidemment tous tes réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas effectivement à vous abonner. On se retrouve prochainement, je l'espère, sur le podcast et au micro d'En dehors des codes. À très bientôt.